Professeur Djouhat, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur chef de service en immunologie à l'hôpital de Riba, Effectivement, oui. Alger-Est, et vous êtes aussi président de la Société algérienne d'immunologie. Exactement. Alors, professeur Djouhat, donc merci de nous avoir reçu, l'équipe LIAG EBET au sein de votre service. Pour rappel, LIAG EBET c'est une agence de communication médicale qui a pour vocation la promotion de la santé publique en Algérie et aussi la coordination entre les médecins hospitaliers universitaires, les médecins des structures de base et les médecins de ville. Professeur Djouhat, là on va parler de la Covid-19, c'est le sujet d'actualité. Le monde entier traverse une crise sanitaire sans précédent. Et là, à l'instar des autres pays, l'Algérie aussi était sur un grand chantier qui est la vaccination. L'Algérie a importé au début 50 000 doses, puis 200 000 doses, et là c'est 500 000 doses, je pense. 500, 700 000 doses. 500, 700 000 doses, voilà, de vaccins. Alors, professeur Djouhat, ne pensez-vous pas que le facteur temps joue en faveur de la multiplication du SARS-CoV-2 en général et de la variante en particulier? Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement le variant temps il est très important. Il est très important, mais le facteur temps, c'est lorsque il y a des stigmates de la survenue du troisième vague, ou bien lorsqu'on est en plein vague. Oui. La situation en Algérie, elle est plus ou moins rassurante. D'accord. Donc l'évolution, pour l'instant, vous le savez très bien, la tendance, elle est baissière. Oui. Et on n'enregistre pas beaucoup de cas. Il y a on est en train de faire des tests antigéniques et des PCR et la plupart reviennent négatifs. Donc il y a des syndromes un peu grippaux, des petites épidémies à l'adénovirus qui simulent un peu la symptomatologie de Covid, mais c'est pas ça. On s'estime heureux jusqu'à ce jour. Mais on doit maintenir. Excusez-moi, il y a eu des variants en Algérie. Exactement. Ils ont été détectés grâce au séquençage. Donc c'est clair, net et précis. Tout à fait. Et parmi les premiers cas qui ont été détectés, on avait un malade qui était hospitalisé chez nous. Et c'était nous-mêmes qui avions fait. À l'hôpital de Riba. À l'hôpital de Riba, on avait fait l'enquête épidémiologique. Il s'est avéré qu'au sein de cette famille, il y avait 4 personnes qui sont atteintes, qui sont malades. C'est vrai, ce n'est pas des formes très légères, c'est des formes, on peut les classer entre modérées et graves, donc avec une atteinte pulmonaire, il y a très peu de formes symptomatiques dans les nouveaux variants. On doit se méfier, mais je pense qu'on est toujours dans la situation épidémiologique de cas sporadiques et non pas de cluster. D'accord, très bien, jusqu'à présent. Exactement. Tant mieux, pour que ça dure. Professeur Djouhat, est-ce que le séquençage, donc vous avez posé le diagnostic suite à un séquençage, je suppose. Le séquençage a été fait chez vous ou à l'Institut Pasteur? Je dois vous expliquer un peu la démarche diagnostique en face de nouveaux variants. C'est la même démarche, donc on fait soit un test antigénique, soit un PCR. Et lorsqu'elle revient positive, on pose le diagnostic de Covid. Mais on n'a pas le droit de poser le diagnostic de nouveaux variants. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ces mêmes prélèvements, on les envoie à l'Institut Pasteur, qui reste aujourd'hui la référence en matière de génomique de SARS-CoV-2. Eux, avant de faire la PCR, le séquençage, ils refont une autre PCR. Qui confirmer? Non, pas du tout, pas pour confirmer. Pourquoi? La confirmation, elle est déjà faite ici. C'est une PCR qui détecte le gène S en plus de ce qu'on détecte comme autre gène. Et s'il trouve le gène S positif, c'est le gène qui code pour la protéine, c'est ça? Exactement, c'est le gène qui code pour la protéine S. S'il est toujours présent, ils ne font pas de séquençage. C'est les variants anciens. Par contre, s'ils trouvent que les gènes qu'on explore, soit le E, soit le N, soit les autres gènes, sont présents et le S il est absent, et dans ce cas-là, ils disent qu'il y a une forte suspicion de nouveaux variants. Ils doivent le passer systématiquement en séquençage, qui est une technique un peu lourde, qui nécessite au moins 3 jours pour nous rendre le résultat, non pas pour le diagnostic de Covid, le diagnostic a été déjà fait, mais pour nous orienter vers la présence de ce nouveau variant. Donc c'est grâce au séquençage qu'on peut étiqueter l'origine du variant? On ne peut pas parler de nouveaux variants sans faire le séquençage. Mais le diagnostic de Covid, on le pose sans le séquençage. D'accord, parfait.
c'est plus clair. Merci. Alors, pour la deuxième question, donc, à travers les critères, donc quels critères peut-on juger de l'efficacité d'un vaccin? Là, je reviens au vaccin. L'efficacité, vous le savez très bien, le pourcentage de l'efficacité et de la sécurité, c'est des choses qui ont été exigées par l'OMS. Tout à fait. Donc l'OMS a exigé que l'efficacité du vaccin doit être au minimum de 50-52%. Oui. Donc tous les vaccins qui ont une efficacité qui dépasse les 52%, ils sont supérieurs. Ils doivent, heureusement, oui. On ne s'attendait pas à avoir des efficacités à plus de 90%, et Dieu merci. Oui. Donc je pense que tous les vaccins ont atteint cet objectif. D'accord, très bien. Par contre, comment expliquez-vous alors les troubles de la coagulation, les thromboses, enregistrés suite à l'administration du vaccin AstraZeneca? Et pas plus tard qu'hier ou ce matin, le professeur Riaté, président de la Forêt, donc, a recommandé une petite halte concernant la vaccination avec AstraZeneca en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Bien que l'OMS n'a pas continue à recommander ce vaccin. L'OMS, elle continue toujours à recommander ce vaccin. Oui. Pourquoi? Vous le savez très bien, c'est la seule firme qui avant la production et la fabrication du vaccin, ils ont clarifié ce qu'ils voulaient apporter dans cette pandémie. Donc, ils ne visaient pas vraiment des bénéfices à travers la vaccination ou la commercialisation du vaccin. Vous savez très bien qu'il représente le vaccin le moins cher. Oui. Donc il a été un peu la cible de pas mal de lobbies pharmaceutiques, oui. Parce que vous voyez très bien, oui. Si entre un vaccin, une dose de $3 et une dose de $20, $36, donc on s'attendait à ce que AstraZeneca soit trop surveillé. Oui. Même si son efficacité n'est pas aussi importante que celle de Pfizer-BioNTech. Exactement. Mais ils étaient honnêtes. Ils ont dit au début que notre efficacité elle est de 70, 75%. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement le vaccin d'AstraZeneca, c'est le vaccin qui produit le plus de doses. Et donc, lorsqu'on produit beaucoup de doses, ça sera le vaccin le plus utilisé à travers le monde. Oui. Et lorsqu'il est plus utilisé à travers le monde, soyez certain que pas mal de sujets vaccinés qui allaient faire quelques complications, oui. Eh bien, ils l'ont fait, que ce soit avec ou sans vaccin. Oui. Mais puisqu'il y avait ces cas, je sais qu'il y avait quand même une déclaration de presse qui date de même pas 48 heures, oui. Et ils n'ont pas pu établir de lien de causalité entre les vaccins, oui. Mais à titre préventif... Ils sont les bien défendus, le fabricant. Exactement, mais à titre préventif, on peut, comme ça a été dit par le professeur Riaté, patienter un peu et voir le retour des études. Exactement. Oui, la finalité des études. Et il paraît que quand même AstraZeneca est quand même un bon vaccin sur les personnes âgées. Vous savez, lorsque les politiciens se mêlent de l'efficacité du vaccin et des indications, on ne se retrouve plus. Oh, c'est vrai. Lorsqu'on a vu des présidents des États européens qui interdisent le vaccin à des personnes qui ont plus de 55 ans, et maintenant ils remettent ça en cause. Finalement, c'est pour autre chose. Non, il faut que les instructions viennent des scientifiques. La plus grande étude qui a ciblé le vaccin AstraZeneca, c'est l'étude écossaise. Et l'étude écossaise, ils ont inclus dans la phase 4 même les sujets qui avaient plus de 80 ans. Ils n'avaient posé aucun souci. C'est ça. Donc l'efficacité, elle est là. Et suite à la publication des études écossaises, on a vu que même pas mal d'États européens sont revenus sur leur décision initiale. Ils ont continué et recommencer à vacciner par AstraZeneca. Oui, d'accord, très bien. Alors, grosso modo, je ne vais pas vous prendre beaucoup de votre temps, mais c'est juste pour nous expliquer un petit peu les différences qui existent entre, alors nous avons le Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik, donc toute cette gamme de vaccins. Quelles sont donc les différences qu'il y a entre ces vaccins-là, le nombre de doses aussi et leur efficacité? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que n'importe quel vaccin, quelle que soit la technologie utilisée, l'objectif est le même. C'est essayer d'avoir ou de produire cette protéine S pour que le système immunitaire réagisse contre cette protéine S. Donc il y a ce qu'on appelle un nouveau concept maintenant en vaccinologie. Le nouveau concept, ce n'est plus donner
un ancien virus ou une ancienne protéine, mais ici d'éduquer l'organisme à produire lui-même l'antigène vaccinal. C'est ça, c'est les nouvelles technologies. On peut lui donner de l'ARN, on peut lui donner de l'ADN, des adénovirus, des vecteurs, mais la finalité, c'est la production de protéines S. Il y a d'autres firmes comme Novavax qui est resté sur l'ancienne. Ils ont dit c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire fatiguer l'organisme pour la production de protéines S. Je vais produire la protéine S recombinante et je l'injecte. D'accord. Et les firmes pharmaceutiques les plus anciennes, comme les chinoises et celles de l'Inde, ils ont toujours suivi l'ancienne technologie de vaccins inactivés, comme Sinopharm, comme Sinovac, il y a pas mal de firmes. C'est des vaccins inactivés. C'est des vaccins inactivés. Donc il reste sur les technologies classiques. Les technologies classiques qui ont montré leur efficacité depuis des décennies. Donc la différence entre, en ce qui concerne l'efficacité, Dieu merci, l'efficacité de tous les vaccins a dépassé les 70%. Oui. La technologie, elle diffère. 70% c'est AstraZeneca le plus bas de l'échelle. Le plus bas, 62, 67, c'est AstraZeneca. Sinon, Pfizer, c'est 95%. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'AstraZeneca, ils ont entamé l'étude avec Gamaleya, les Russes, pour essayer d'augmenter l'efficacité de leur vaccin. Et pourquoi pas opter pour une deuxième dose différente de l'adénovirus qui a été utilisée lors de la première dose. Et certainement, on aura une efficacité un peu plus importante. Oui. Très bien. Alors, professeur Djouhat, là, on va être concret. Si aujourd'hui j'ai la Covid-19, je suis infectée par la Covid-19, d'accord, quel sera donc mon calendrier vaccinal? Pour le Sputnik, c'est ce qu'on a. Non, en fait, on a le Sputnik, on a le chinois, on aura l'AstraZeneca. Oui. Donc, soyez certaine que la plupart des pays vont avoir presque toutes la gamme des vaccins. Oui. Donc, on ne raisonne pas Sputnik, on raisonne aussi par rapport aux autres vaccins qui vont arriver. Donc, le stade, ça sera la même chose. On a fait une infection. L'idéal, c'est de ne pas faire dans les 3 mois après l'infection le vaccin. C'est ce qui a été d'ailleurs instruit par notre tutelle. Oui. C'est logique, puisque le système immunitaire il est là. On ne connaissait pas au début la durée de cette immunité, mais maintenant, il y a des articles très récents, des publications très sérieuses qui ont montré que cette immunité naturelle, à travers l'infection naturelle, elle peut persister même au-delà de 6 mois. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de faire la première dose dans les 3 premiers mois. À partir du 3e mois, on peut faire la dose. Et maintenant, c'est discutable. Est-ce que les sujets qui ont déjà fait l'infection doivent recevoir une autre ou non? Oui. Donc, je donne... Le cas de Pfizer, non. Pardon? Pour Pfizer, la Haute Autorité de Santé a donc préconisé le schéma suivant. Pour celui qui a déjà contracté la Covid-19, la première injection de vaccin fait office d'injection de rappel. Donc, se limiter à une seule injection. Est-ce que ce n'est pas pour des raisons économiques? Non, mais croyez-moi qu'en fin de compte, il y a des études sérieuses qui ont montré que lorsqu'on fait le premier vaccin à des sujets qui ont contracté le virus, et on compare leur réponse par rapport à ceux qui n'ont pas été en contact avec ce virus, est plus importante. Et bien, on a constaté que la première dose de vaccin dépasse l'efficacité de la deuxième dose chez des sujets qui n'ont jamais contracté le vaccin. D'ailleurs, c'est pour cette raison, probablement, il y aura avec le temps des instructions de l'OMS ou bien des institutions de santé à travers le monde pour aller vers une seule dose pour les sujets qui ont fait déjà l'infection. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la réponse immunitaire, elle est dose dépendante. Donc, même si la personne, on lui fait une deuxième dose, ça ne peut que rebooster et renforcer le système immunitaire. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être pour des raisons économiques que... Possible parce qu'en fin de compte, pas pour des raisons économiques, mais beaucoup plus par rapport à la pénurie mondiale, par rapport à l'acquisition des vaccins. Donc, on a très bien maintenant compris que la priorité, c'est la première dose.
C'est ça. Parce que lorsqu'on donne aux personnes la première dose, l'efficacité elle commence à partir de 3e semaine et on peut être quand même protégé pendant les 2-3 premiers mois. Donc on préfère, maintenant il y a pas mal de pays qui ont priorisé la première dose par rapport, il vaut mieux faire bénéficier le maximum de la population de la première dose et puis on fera la deuxième dose. Oui. Mais vous le savez très bien, c'est des recommandations des sociétés savantes, oui. Donc ça reste toujours, et c'est pas adopté même par les firmes pharmaceutiques. Oui. Il y a des firmes pharmaceutiques qui ne veulent pas prendre de risques. Ils vous disent voilà, mon étude clinique, elle était basée sur 2 doses, donc je ne peux pas me prononcer par rapport. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais alors si on suit cette logique, professeur Djouhad, est-ce qu'on peut se permettre de faire la même chose pour, par exemple, le vaccin Sputnik qui utilise 2 adénovirus humains différents, le AD26 c'est ça, et le AD5. Étant donné que c'est 2 adénovirus différents, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas faire la deuxième injection de rappel, sachant que le plateau est quand même atteint vers la 35e semaine. Voilà. Oui, en fin de compte, lorsqu'on vaccine par 2 adénovirus différents, l'objectif c'est de ne pas stimuler le système immunitaire contre les adénovirus. D'accord. Le plus important, c'est essayer de produire une réponse immunitaire contre ce que l'adénovirus contient. Donc, quel que soit l'adénovirus, que ce soit l'adénovirus 26 qui est injecté dans la première dose, ou bien l'adénovirus 5 qui est injecté dans la deuxième dose, ce qu'il va sécréter, produire, c'est la même protéine, c'est la protéine S. Donc, les Russes, ils ont essayé d'utiliser 2 adénovirus différents pour essayer d'éviter une éventuelle réaction immunitaire indésirable contre l'adénovirus. Parce que c'est pas l'objectif du vaccin. C'est pas une réponse immunitaire anti-adénovirus, mais plutôt contre ce que l'adénovirus va produire. Oui, d'accord. Alors, une question qui me taraude de l'esprit, là c'est personnel, je ne l'ai pas compris. Il y a une petite discordance pour le Sputnik. Donc, selon les résultats des études communiquées par un groupe d'experts indépendants de la revue britannique de Lancet, ils ont donc chanté les louanges en quelque sorte du vaccin Sputnik vectorisé en disant qu'il fait quand même partie des vaccins les plus efficaces, comme à côté de Pfizer-BioNTech et donc Moderna, 94%, Pfizer-BioNTech 95% et bien sûr le Sputnik 91,6%. Et ils disent aussi que le Sputnik est aussi très efficace sur les formes symptomatiques et chez les personnes âgées. Par contre, d'un autre côté, j'ai vu les recommandations un petit peu du fabricant russe, donc les laboratoires Gamaleya, et dans leurs recommandations, je retiens ceci. Donc, il est efficace il est préconisé jusqu'à 60 ans, il ne doit pas être utilisé pour les femmes enceintes et surtout dans le cas de maladies sous-jacentes. Là, il y a une petite discordance. En fin de compte, ce n'est pas la discordance, c'est faire la différence entre les résultats de la phase 3 et maintenant ce qu'on assiste durant la phase 4. Oui. Donc effectivement, ce qu'il faut, si on compare le Sputnik qui utilise les adénovirus convecteurs par rapport aux autres firmes qui utilisent à peu près les mêmes technologies comme AstraZeneca, c'est un adénovirus, comme Johnson & Johnson qui a utilisé l'adénovirus 5, qui est utilisé lors de la deuxième dose. C'est une monodose le Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, c'est une monodose avec une efficacité de 72%. Ils vont commencer les études cliniques en mars avec une deuxième dose pour essayer d'augmenter un peu l'efficacité de leur vaccin. Donc je reviens un peu sur cette contradiction entre les déclarations de Gamaleya et les scientifiques. En fin de compte, ce n'est pas une contradiction. Gamaleya, ils étaient très honnêtes. Les Russes disaient voilà, la population qui a été incluse dans notre étude, il n'y avait pas de femmes enceintes, il n'y avait pas de sujets très âgés, donc on ne recommande notre vaccin que pour la population incluse qui a été incluse dans les études. Exactement. Par contre, maintenant sur le terrain, ce qu'on est en train de constater, c'est que c'est un vaccin qui est quand même
efficace, c'est les sujets âgés. On a donné des sujets qui ont 80 ans, 75 ans, et il s'est avéré qu'il est très efficace. C'est comme ça que l'Algérie, exactement, tout le monde. Exactement. D'accord. Exactement. Ok, donc c'est rassurant. C'est rassurant. D'accord, très bien. Mis à part les quelques effets secondaires constatés dans tous les vaccins. Dans toutes les réactions vaccinales. Ils ne sont pas spécifiques. Au Sputnik. D'accord, très bien. Donc, à propos des nouveaux variants et d'une éventuelle troisième vague, donc, est-ce que les mesures barrières classiques, c'est-à-dire port de masque, aération, distanciation, etc., est-ce que vous pensez qu'elles sont efficaces ou doit-on avoir recours au tracing et pourquoi pas au séquençage aussi? Donc, pour répondre à votre question, il y a deux volets. Il y a le volet théorique. Oui. Théorique, c'est toujours les mêmes mesures barrières qu'on doit respecter. Il y a des mesures un peu, si je peux me permettre, pratiques, un peu spécifiques de la population algérienne. Et malheureusement, on a constaté que l'Algérien est un peu indiscipliné par rapport... très sceptique par rapport aux mesures préventives. Dans ce cas-là, j'insiste sur un point qui est un point très très important. Si on arrive à maintenir le port de masque, ça va, croyez-moi que ça va stopper la propagation du virus, d'autant plus qu'on est, comme je l'avais déjà dit, alhamdoulilah, dans le déclin de la pandémie chez nous. Donc maintenant, les nouveaux variants, il y a des nouveaux variants, il y aura des nouveaux variants, et Dieu seul sait, est-ce que vraiment la deuxième vague qui était très virulente en Algérie, est-ce que ce n'était pas dû à un variant spécifique qu'on ignorait parce qu'on n'avait pas fait le séquençage à l'époque? Donc je ne peux pas répondre. Quand je pensais qu'il y a certains pays qui sont champions dans le séquençage, comme les Danois et tout. Les Danois, maintenant, ils sont arrivés à 20%, mais les Américains, ils sont parmi les derniers pays qui font le séquençage. Juste après les Danois, c'est les Britanniques, et puis arrivent les autres pays, mais ils sont rares les pays qui font le séquençage. Par rapport au séquençage, par rapport à ces nouveaux variants, déjà on s'estime heureux par rapport à l'efficacité du vaccin. Pour le variant britannique, la plupart des vaccins restent quand même efficaces. Ils perdent 5 à 10% de l'efficacité, mais c'est pas comme le Sud-Africain. Le Sud-Africain, on avait un peu l'avantage d'avoir deux géants pharmaceutiques américains qui ont inclus la population du Sud-Afrique dans les essais cliniques. Ils ont pu comparer quand même l'efficacité chez la population qui était infectée par les nouveaux variants, le sud-africain et l'autre. On a quand même des résultats très intéressants. Il y a Johnson & Johnson qui a vu que l'efficacité de son vaccin était de 72%. Et lorsqu'ils ont testé cette efficacité, ils ont évalué cette efficacité contre le nouveau variant sud-africain, il s'est avéré qu'elle a baissé à 57%. AstraZeneca aussi. AstraZeneca aussi, mais il y a aussi Novavax. Novavax qui utilise la protéine recombinante avec une efficacité qui dépasse 89%, mais lorsqu'on l'a essayé pour le nouveau variant britannique, elle était de 86-85, toujours très efficace. Par contre, contre le nouveau variant sud-africain, elle a baissé à 60%. Donc on voit très bien qu'elle a perdu plus de 34% de son efficacité. Mais ce qui est rassurant, c'est que, comme je l'avais déjà dit au début, l'OMS a exigé dès le début que l'efficacité doit dépasser les 50 à 52%. Et jusqu'à maintenant, même en face de ces nouveaux variants, l'efficacité de tous les vaccins, elle dépasse le seuil qui a été fixé par l'OMS. Qu'en est-il du nouveau variant nigérian? Le nouveau variant, pas nigérien, qui vient de Nigeria. Oui, c'est ça. De Nigeria, c'est un nouveau variant qui ressemble sur le plan transmission au variant britannique. Donc, il se transmet très rapidement. Sur le plan résistance au vaccin, il ressemble au variant sud-africain. Il résiste quand même à quelques vaccins, mais j'ai dit que malgré cette résistance, les vaccins restent quand même efficaces. Elle reste efficace. Sur le plan gravité, les études n'ont pas encore publié le résultat. Donc, est-ce qu'il est plus grave, pas plus grave, je ne sais pas. On doit patienter 6 jours ou bien 6 semaines. En ce qui concerne la transmissibilité, il est plus transmissible comme le variant britannique.
par rapport aux résistances, il ressemble au variant sud-africain. Et sinon, la conduite à tenir est toujours la même. C'est toujours la même. En fin de compte, normalement, on doit durcir un peu les mesures préventives. On est passé dans quelques pays, par exemple, pour la distanciation physique, de 1 mètre, 1 mètre et demi à 2 mètres pour ces nouveaux variants. Oui. Mais c'est très très difficile de l'appliquer chez nous. Oui. Si on reste, on maintient au moins le port de masque. Déjà, la distanciation, on est pas mal. Tout à fait, parce que là, on est passé de l'autre côté de la barrière, malheureusement, quand c'est par rapport à la prévention. Exact. Professeur Djnouhat, on a parlé d'un traitement, un anticorps monoclonal, donc comme traitement de la COVID-19. Est-ce que c'est toujours à l'état expérimental ou ça a été déjà testé sur... il y a eu des essais dans ce sens? Pour être honnête, oui. Moi personnellement, je suis contre l'utilisation de ces anticorps monoclonaux dans le traitement. C'est une biothérapie, non? C'est une biothérapie. Oui. C'est une biothérapie qui a montré son efficacité. C'était dans les maladies auto-immunes. Mais il y a un grand mais. C'était efficace avant le nouveau variant. Parce que le virus, il avait la même structure et la protéine S, on l'a ciblée pour que le virus ne pénètre pas dans la cellule. D'accord. Ça, c'est dans les pays très développés qui peuvent se permettre de cibler une population très vulnérable pour prévenir la survenue de formes sévères. Oui. Chez nous, vous connaissez très bien la modalité de l'Algérie. Exact. On vient toujours à un stade un peu tardif. Oui, malheureusement. Et comme la plupart des mutations touchent actuellement la protéine S, on risque d'avoir un anticorps monoclonal très cher qui n'est pas efficace du tout. C'est ça. Donc moi personnellement, je suis contre l'utilisation de ces anticorps monoclonaux contre un virus qui mute continuellement. Déjà que même pour les biothérapies classiques, l'Algérie les préconise en milieu hospitalier, mais ça fait toute la différence. Dans les biothérapies classiques, on cible des structures antigéniques fixes sur le plan structure. Oui, c'est vrai. Ça, dans le Covid-19, c'est tout à fait l'inverse. On est en train de cibler une protéine qui change de forme et qui risque de ne pas être reconnue par l'anticorps monoclonal. C'est ça. Donc je préconise pas l'utilisation. Pas la chandelle en quelque sorte, en tout cas pas pour l'instant. Oui, et on est loin du compte. Par contre, la vitamine D, il paraît que la vitamine D limiterait l'orage immunitaire, l'orage cytokinique, pardon. Et paraît-il, elle est efficace sur les formes graves. Est-ce vrai, est-ce faux? La vitamine D, elle a 2 effets. Elle a un effet préventif pour les gens qui sont déjà sous vitamine D. D'accord. Lorsqu'ils font l'infection Covid, ils vont faire des formes légères ou asymptomatiques. Quand même, c'est démontré. Parce que la vitamine D, elle est connue depuis longtemps très efficace pour renforcer le système immunitaire. Oui, c'est vrai. Donc elle renforce le système immunitaire et je ne sais pas pourquoi chez nous, on s'est un peu focalisé trop sur la vitamine C et on a oublié la vitamine D qui était beaucoup plus efficace par rapport au zinc et à la vitamine C. Donc moi je préconise l'utilisation de la vitamine D, même en dehors de toute affection, parce qu'on a constaté qu'il y a pas mal de maladies émergentes, de maladies auto-immunes, de maladies de système immunitaire, de cancers qui sont dus à ce déficit de vitamine D. Donc l'idéal, c'est de prendre continuellement la vitamine D. Après, il faudrait peut-être penser à faire un dosage avant, parce que aussi le surplus va donner l'effet. On a fait déjà quelques études préliminaires par rapport aux donneurs de sang, et on a constaté que la plupart des Algériens sont déficitaires en vitamine D. Et pourtant, c'est un pays avec tout le soleil, et avec 1200 km de côte avec le poisson. Allez comprendre. Ok, donc en attendant, alors, professeur Djnouhat, vous avez toujours préconisé le confinement de 5 jours suivi d'une PCR ou d'un test antigénique pour vérifier. Alors, est-ce que vous le préconisez toujours? Pour les voyageurs. Pour les voyageurs, on le maintient toujours. On le maintient toujours. C'est applicable. Parce que lorsque le voyageur arrive avec une PCR négative, il peut être infecté dans les 2 ou 3 jours avant de faire la PCR. Donc si on patiente 3, 4 jours, 5 jours, c'est bien sûr. Donc je maintiens, c'est une recommandation qui montre son efficacité pour les voyageurs. Heureusement maintenant qu'on a pris la décision radicale d'arrêter d'emblée les vols, mais si on le reprend,
Vous le savez très bien qu'il y a pas mal de pays européens et même africains. On voit avec l'émergence de ces nouveaux variants pour essayer de prévenir. C'est une menace. C'est une réelle menace. Oui. Donc il faut toujours garder cette attitude qui, je suis certain, c'est la seule attitude qui peut prévenir la transmission, et pas la transmission, mais plutôt l'arrivée de ces nouveaux variants. Oui, exactement. Oui. Alors, professeur Djouhad, vous avez récemment interpellé, donc sur le plan éthique et déontologique, vous avez interpellé le service de la Direction générale de la santé concernant, donc, pour rendre donc, obligatoire la déclaration des tests antigéniques positifs aux côtés de la PCR donc, qui est positive. Pour bien sûr pour les laboratoires privés et certaines institutions privées. Alors, qu'en est-il depuis? Est-ce que ça a été appliqué? Malheureusement, ça n'a pas été appliqué, mais je maintiens toujours votre interpellation. Exactement, interpellation, parce qu'en fin de compte, parmi les facteurs qui rassurent la population, c'est le nombre de nouveaux cas déclarés par jour. Exact. Aujourd'hui, j'ai écouté en venant vous voir, j'ai écouté 105 cas. Tant mieux. Tant mieux, parce que même les structures sanitaires en témoignent de la baisse de cet afflux de malades. On est vraiment, je l'ai dit, je le répète, qu'on est dans une tendance baissière, et Dieu merci, alhamdoulilah. Mais on doit la maintenir. C'est important de maintenir cette tendance baissière. Donc, par rapport à la tutelle, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de faux positif. Si on trouve un test antigénique positif, c'est un positif. Donc, l'idéal, c'est lorsqu'on fait la somme. C'est pas il peut avoir un faux négatif et pas un faux positif. Exactement. Oui. Donc, un positif en testologique, c'est un positif. Donc, c'est pas honte, et c'est pas honteux de déclarer le nombre de tests antigéniques positifs en parallèle avec le nombre de PCR positifs. Et dans ce cas-là, on peut avoir une vision globale par rapport à la déclaration de nouveaux cas, par rapport à la réalité sur le terrain. Et je pense qu'on sera probablement, pas très loin, mais probablement dans les 400, 500 nouveaux cas jour. Mais n'oubliez pas une chose très très importante, le nombre de nouveaux cas n'est pas synonyme d'une mauvaise prise en charge de santé. Bien sûr, on a constaté que les pays les plus développés chez eux, c'est eux qui déclarent le nombre le plus élevé de nouveaux cas par jour. Exactement, ce n'est pas du tout honteux. Bien au contraire. Bien au contraire. Bien pour moi, ça prouve que c'est ce qui fonctionne et qui déclare. Exactement, tout à fait. Alors, professeur Djouhad, est-ce que, donc, aujourd'hui, nous sommes dans dans des cas sporadiques ou dans des cas de cluster foyer? Pour les nouveaux variants. Je pense qu'on est dans des cas sporadiques. On aura sur les clusters, exactement. D'accord, très bien. Avez-vous enregistré des cas de réinfection De réinfection à l'hôpital d'Ormiba, on a enregistré quand même 4 ou 5 cas parmi les personnes exerçant au sein de notre structure. D'accord. Donc il y a quand même des cas de réinfection. Ce qui est intéressant, et on n'a pas encore vu d'études par rapport à ça, parce qu'en fin de compte, il y a pas mal de gens qui ont contracté le virus, mais il y a une minorité qui peut faire une réinfection. Et pourtant, c'est la majorité qui était encore en contact exposée et en contact avec le virus. Donc je suppose qu'il y a au moins 90 à 95% qui ont contracté le virus, qui restent immunisés et qui vont répondre par une forme asymptomatique. Il y a une minorité qui va faire des symptômes. Et si vous vous rappelez, ça fait 3 mois, j'ai dit que lorsqu'ils font des symptômes, c'est des symptômes modérés, mais c'est avéré ces derniers cas que ceux qui ont fait des réinfections, c'était des symptômes oncologiques plus sévères par rapport à la première forme. Donc on a des patients qui ont toujours des séquelles à ce jour-là, et on doit étudier le profil immunologique et génétique. Pourquoi cette catégorie elle est susceptible à faire des réinfections. Et même des formes plus graves. Exactement. Et professeur Djouhad, vous avez remarqué donc ces cas de réinfection. Combien de temps après la première infection? On a eu un cas 3 mois avant la première infection, et les autres c'est 4-5 mois. 4-5 mois, voilà, c'est toujours... Bien que les études récentes ont montré qu'on peut rester immunisé jusqu'à 6 mois, et la dernière étude qui a été publiée dans Science jusqu'à 8 mois,
mais il y a toujours des personnes qui restent susceptibles. Exactement. Le système immunitaire n'est pas le même pour le système immunitaire et surtout le fond génétique qui diffère d'une personne à une autre. Oui, c'est vrai. Donc, professeur Djumahad, par rapport au séquençage, pensez-vous qu'il serait souhaitable donc là je m'adresse, je parle des laboratoires privés, est-ce qu'il est souhaitable qu'ils s'investissent dans l'achat de séquenceurs et aussi la formation de leur personnel? Pour le séquenceur, je pense que pour le privé, il ne faut pas aller vers le séquenceur, parce que le privé, il a toujours l'esprit de ce qu'on appelle la rentabilité. Oui, le séquenceur n'est pas rentable dans un laboratoire privé. Par contre, si on peut aller vers généraliser les nouvelles PCR qui détectent le gène qui code pour la protéine S, et on aura vers la détection, au lieu de 2 gènes, le 3e gène, on peut un peu diminuer la pression par rapport à l'Institut Pasteur. On envoie à l'Institut Pasteur que les malades qui ont des PCR avec les 2 gènes positifs et le spike négatif. C'est chez ces cas, on suspecte fortement l'apparition d'un nouveau variant. Par contre, si on fait une PCR et on trouve que tous les gènes sont là, ce n'est même pas la peine de l'envoyer à l'Institut Pasteur et on peut être certain qu'on n'est pas en face de nouveaux variants. Donc le séquençage en privé, c'est pas rentable. C'est pas rentable, oui. Après, il y a combien de séquenceurs à travers le territoire national? Peut-être 3 ou 4, non? Honnêtement, je sais qu'il y avait il y a Mustapha, il y a Oran, il y avait un Constantine, il y avait un Institut Pasteur, il y avait 3 séquenceurs à l'Institut Pasteur, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de laboratoires de recherche qui ont acquis ces séquenceurs. On peut avoir le nombre exact si on sollicite la direction de la recherche. Parce que la plupart des séquenceurs ont été financés par la direction de la recherche. Malheureusement, il y a pas mal de séquenceurs, d'après des échos comme ça, qui ont été achetés avec des prix colossaux, ça dépasse les 2 milliards de séquenceurs, qui sont toujours dans les cartons. Dans les cartons, voilà. D'après vous, faut-il arrêter quand même de stigmatiser le secteur privé en l'impliquant davantage, donc ne serait-ce que dans cette lutte, la lutte donc, contre la Covid-19, et donc en allégeant les mesures, enfin les contraintes fiscales, etc. Je parle là beaucoup de laboratoires pharmaceutiques qui ont quand même beaucoup de bonne volonté pour essayer de s'investir plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour être honnête, pour parler de la fiscalité, ce n'est pas mon domaine. Oui, donc je ne peux pas me prononcer par rapport à cela, mais par contre, il faut favoriser, avantager et encourager le secteur privé. Parce qu'en fin de compte, vous le savez très bien, si vous partez dans les hôpitaux maintenant, dans les grands CHU, il y a peu d'hôpitaux qui font les tests antigéniques sans parler de la PCR. Heureusement que les labos privés sont là. Vous le savez très bien qu'il y avait une grande pénurie de didymères dans les structures hospitalières. Heureusement que les labos privés sont là. Donc soyez certaines que les paramètres, malheureusement je le dis, les paramètres effectués et trouvés dans le secteur privé sont beaucoup plus importants par rapport à ce qu'on a dans le secteur public. Il faut les encourager pour aller ces histoires de contraintes fiscales et tout, pour aussi, si on veut avancer en quelque sorte. Professeur Djumahad, alors là c'est ma dernière question. Quel est d'abord votre message par rapport à la population et quel est aussi votre message par rapport à votre tutelle? Le message par rapport à la population, c'est toujours la prévention. C'est la prévention et j'insiste sur l'élément le plus important, c'est le port de masque. C'est très important si on veut vraiment prévenir la propagation de ces nouveaux variants. Par rapport à la tutelle, je pense que si on se compare par rapport au secteur sanitaire à travers le monde, nous pouvons dire que l'Algérie a bien géré le Covid. C'est vrai, le résultat est ce qui se passe ailleurs, c'est la. Je vous donne un petit exemple de l'hôpital d'Orbiba. Le malade, il vient, il trouve sa place. Le médicament, il est gratuit. On a essayé de faire des ponts avec quelques cliniques privées, je tiens à les remercier, pour faire des scanners privés pour ces malades. C'est vrai. Même en ce qui concerne la bouffe, ils ne mangeaient même pas la bouffe qui vient de l'hôpital. On leur a mis, il y avait des traiteurs qui donnaient des repas gratuitement aux malades. Donc je pense que
c'est une prise en charge qui était idéale pour un malade Covid. Certainement, il y avait un certain temps où les hôpitaux étaient saturés et ce n'était pas spécifique de l'Algérie. L'Algérie, de toute façon, est connue pour sa solidarité dans ces moments. Et Dieu merci, ça, c'est une qualité. On l'a vu et on l'a constaté. Maintenant, il ne faut pas prendre à la légère la déclaration des nouveaux variants par rapport au tracing. C'est ça. Donc à chaque fois qu'il y a des variants exactement épidémiologiques qui doivent travailler. Donc, je pense qu'il y a quand même une équipe au niveau de la direction de la prévention qui est chargée de ça, qui est en train de faire les enquêtes et d'envoyer, essayer de les cerner, de les canaliser pour prévenir la propagation de virus. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on verra des jours meilleurs le plus tôt possible. Eh bien, merci beaucoup, professeur Djoumahat, pour tous ces éclaircissements que vous nous avez apportés. Et on compte de toute façon aussi sur vous pour aider donc à continuer donc, votre travail dans la lutte contre la Covid-19. Inch'Allah, on va pouvoir s'en sortir. Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur. Merci.